Bonsoir à tous, bienvenue dans le Casadoc. C'est une grande dame de la culture qui nous a quittés il y a un mois, jour pour jour. Gisèle Ducreux, un pilier de la tradition guyanaise, s'en est allée il y a un mois, le 1er septembre, à l'âge de 92 ans. C'était une institutrice à l'école Joséphine Horth de Cayenne. Elle était également une artiste accomplie, chanteuse, auteure-compositeur, peintre. C'était une amoureuse de la vie et aussi de la langue de Molière. Lumière sur Gisèle Ducreux. Je suis Gisèle Ducreux, présidente de l'Association des auteurs guyanais et Super Mamie France 1998. Je dois vous parler d'un fait marquant de ma vie, mais étant à l'automne de cette vie, je suppose qu'il y a plus d'un fait marquant dans ma vie. Gade Tifia qui dit qu'il est que batmo, gade Momzela qui dit qu'il est que pignamo, gade Madama qui dit qu'il est moniamo, femme lancito touchemo, la maroni moke ale, pongamo, veillemo, pongamo, veillemo, pongamo. From lancito touchemo, la maroni moke ale. Un côté mo pas connaître la maroni, un côté mo pas aller. La maroni, un côté mo que aller. Femme lancito touche mo, la maroni mo que aller. La première fois où j'ai vu Gisèle Ducreux, c'était à l'hôtel du Montabo. J'étais avec mes parents dîner et j'ai vu cette dame chanter. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Et dans mon souvenir, c'est vraiment féerique. Et je crois que c'est là que inconsciemment, que j'ai eu envie de chanter. J'ai commencé à faire partie des chorales des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, où j'étais élève, parce qu'ils avaient remarqué mon timbre de soprano léger. Et j'étais même parmi un groupe choisi pour interpréter la partie en solo de certains chants de Noël. J'ai eu la chance d'être retenue comme soliste pour le Pastoresse errante. Et j'étais solo et accompagnée par les grandes. Voilà. J'ai fait le solo du Pastoresse errante. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Moi, là, toute petite, là, il n'y a pas de mine. Je suis retenue pour chanter le solo du Pastoresse errante. C'était pas une petite affaire. Hein. Voilà. Et je redressais le torse, etc. et tout. Et puis je fermais les yeux, je chantais vraiment avec toute mon âme. Et les autres rigolaient derrière. Enfin, elle m'accompagnait, mais enfin, et elle sentait bien que je forçais un petit peu, quoi. Voilà. Et tout naturellement, eh bien, j'ai fait des radiocrochets au désespoir de ma mère, d'ailleurs, qui estimait que c'était une bifurcation, entre guillemets, désastreuse et très très mal vue à l'époque. J'ai reçu pas mal de remontrances dans la famille à cause de cela, mais j'avoue que j'ai toujours passé outre parce que c'était quelque chose qui me tenait infiniment à cœur.
J'ai connu Gisèle, tout d'abord en tant que collègue, puisqu'elle était institutrice à l'école maternelle Joséphine Hort, qui se trouve sur la place des Palmistes. C'est là, pour la première fois, je l'ai rencontrée. Et alors, en ce temps-là, nous avions 70 à 80 enfants par classe. Et il fallait maîtriser tout ce petit monde. Gisèle, je l'ai toujours estimée, appréciée, parce que c'est une femme de conviction, déterminée. Et surtout, et là, pour moi, c'est une qualité, elle a de l'audace, elle est audacieuse. Je me souviens d'une aventure qui m'est arrivée avec elle à une époque, parce que ma mère voulait bien que je participe au groupe folklorique, mais pas que je chante. Et un jour, elle avait une soirée à Saint-Laurent-du-Maroni, donc elle voulait que je vienne. Donc, sans l'autorisation de mes parents, j'ai suis monté à Saint-Laurent-du-Maroni avec elle. Et puis, pendant que j'étais sur le podium, il y a des gendarmes qui sont venus m'interpeller. Bon, ils ont été très sympas d'ailleurs, ils m'ont laissé chanter. Et puis après, ils m'ont ramené à Cayenne. Et puis j'ai pris une bonne roustée. Et puis ma mère, elle ne pouvait plus voir entendre parler de Madame Gisèle Ducreux. C'était la haine entre eux. Et ça m'a extrêmement fait mal parce que bon, je voulais chanter. C'est vrai que je n'ai pas donné l'autorisation, j'étais mineur. Mais je voulais y aller. Et j'étais têtu. Quand je suis partie en France, c'était pour une raison de santé. Dépression, grande dépression. J'ai eu la chance de tomber sur le docteur Laroche. Et il m'a dit, faut chanter? J'ai dit, oui, je suis un amateur, je ne suis pas un chanteur professionnel. Il me dit, eh ben, votre thérapie, ce sera la musique. Quand il m'a dit ça, j'avais déjà établi le contact avec René Claude et son frère, parce que les Tumucumac, c'était un orchestre Nugent. Il y avait tous les frères Nugent et les amis très proches. Cette dame guyanaise qui était à Paris a entendu parler d'une formation musicale qui s'appelle les Tumucumac. Et en apprenant que les Tumucumac, c'est un groupe guyanais, elle est venue nous voir, nous entendre et nous demander si elle pouvait chanter avec nous. Alors nous apercevons d'abord une belle, très belle dame. On ne sait pas si elle chante bien ou mal. Du coup, on va faire quand même un essai. Et pendant cet essai, on s'aperçoit que la dame est une vraie chanteuse. C'était elle qui menait le groupe avec sa voix. Sa voix qui était exceptionnelle. Et en même temps, nous avons créé le groupe folklorique à Patou. Et on s'arrangeait à chaque manifestation, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, quand on nous appelait. Il y avait un entrepreneur de spectacle qui était fou amoureux de ce groupe. Il nous faisait passer en attraction. Et alors on faisait les deux, orchestre et groupe folklorique. La seule fois où j'ai vu Gisèle chanter, vraiment, c'était en région parisienne, ou c'était à Paris, même à Nanterre. Et elle avait eu un succès pas possible, quoi. D'abord, elle était habillée d'une manière fabuleuse. Elle avait des talons de 10 cm. Vous imaginez Gisèle Ducreux. Hein, une robe longue, magnifique. Et les gens étaient époustouflés. Alors, je ne dis pas la voix. Les gens étaient époustouflés. Le souvenir le plus fort que je garde de Gisèle, c'était une soirée à Douai, où il y avait comme invité vedette, c'était Nicoletta. Et bien sûr, elle a fait son tour de chant. Et après, nous, l'orchestre terminait la soirée en bal. Et durant la soirée, elle avait chanté Les Anges Noirs, un boléro brésilien, très fort, où elle poussait de la voix. Et on dirait bien qu'elle électrisait tout le monde. Alors, quand elle est partie dans les aigus,
il y a le batteur qui m'appelle, il me dit « Jean-Claire, regarde, il y a Nicoletta ». Je dis « Je m'en fous, moi. » Je recule mes Toumba qui était sur roulette, et je regarde, je la vois, elle était toute nue, elle regardait cette dame. Alors moi, je la regardais, elle est toute nue. Et elle me faisait. Elle me montrait du doigt sur Gisèle Ducreux. Qui c'est ça? Toute la salle. Après, le producteur est venu, le producteur de Nicoletta et l'organisateur de la soirée. Ils sont tous venus. Je dis, mais on a perdu notre temps, là, on aurait dû tout garder. Le groupe aurait pu tout faire, l'attraction, et là-bas, écoutez-moi cette dame. Là, vraiment, ça... Ah, nous étions fiers. Surtout, nous avions notre petite sono, et Nicoletta avait ses 2 gros châteaux à côté. Alors, c'était la fierté. La musique avait une très, très grande importance dans sa vie. C'est vrai qu'il y avait la famille, il y avait aussi la musique, mais la musique, pour elle, c'était, je ne dirais pas vital, mais c'était quelque chose qui était... il fallait qu'elle le fasse et qu'elle le vive. Mais elle a raté beaucoup de bonnes occasions dans sa vie par rapport à la famille, justement. On lui avait fait une proposition de partir en Amérique. Et à l'époque, nous étions tous en métropole avec elle. Et elle a choisi de rester par rapport à nous. J'étais en train de préparer des examens en Guadeloupe et je ne voulais pas rentrer en Guyane pour les vacances. C'était la période du carnaval. J'ai cherché toutes les agences qui vendaient des billets et je ne voulais pas d'un pays où on parlait anglais, je ne voulais pas d'un pays où on parlait... parce que j'étais fatiguée. Et elle m'a dégoté quelque chose. J'ai dit bon, et il part quand le bateau? Eh bien, il part ce soir. Je suis retournée à la maison en vitesse. J'ai mis 2-3 robes de soirée. Et bien, j'avais, à l'époque, je chantais beaucoup, donc j'avais beaucoup de... J'ai mis 3 robes là-dedans, mes chaussures dorées, et enfin, tout ce qu'il me fallait pour la croisière, parce que je change tous les jours. Et je vais à une soirée. À un certain moment, l'orchestre se met à jouer Tres Palabras. Je m'avance et je lui dis, est-ce que je peux? Je prends le micro et on part. Après, je vois une fusée arriver et il me dit, je suis Maurice the Great. Hein? Il faut que je vous présente à mon coach. Je suis partie pendant les vacances pour un mois en Amérique. Je rencontre son manager. Il écoute les bandes. Il me dit, voilà, je vous propose un contrat de 10 ans. Mais vous n'avez le droit de rien dire. On vous habille, on vous nourrit. S'il faut prendre des cours, vous apprenez les cours qu'il faut. Et puis voilà. Alors là, j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, je ne peux pas parler. On va m'arracher les dents. On va m'implanter les dents comme ils veulent. Et on va m'ouvrir les yeux 2 fois plus grands. On va m'implanter des cheveux. Enfin, j'ai vu tout le mauvais côté de la chose. Non, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. J'étais déjà mariée. Et puis, j'estimais que j'avais un contrat moral avec l'éducation nationale. Je ne chantais pas sous mon propre nom parce que j'ai eu des problèmes avec un inspecteur. Et il m'a sorti un jour, vous menez une carrière administrative en même temps qu'une carrière artistique. Il faudra choisir. J'ai choisi alors,
Et je me suis appelée Joanne Maria Yvon. Joanne, c'était le nom de mon mari, le prénom de mon mari. Maria Yvon, c'était le nom de mon dernier fils. Son travail n'a pas été valorisé parce que, à l'époque, les gens s'en fichaient complètement. Même ceux qui devraient pas qui devraient s'en occuper, vraiment. Alors, maintenant, les gens, les hommes politiques s'occupent des artistes. Ils commencent à s'intéresser aux artistes. Mais avant, d'abord, un artiste, c'était un feignant. Déjà, c'était pas un travail. Maintenant, ça change. Mais voilà, quoi. Donc, elle est née à la mauvaise période, tout simplement. Eh bien, vous savez, on était réticents. Une femme qui chante à l'école, tout ça, ça fait beaucoup. Il y avait une petite réticence. Mais quand même, on était partis pour l'évolution, pour accepter la femme qui fait quelque chose. Voyez-vous, on était partis. Ça avait décollé. Parce qu'ici, quand même, on était restés fermés. C'était toujours l'homme qui faisait, la femme n'avait pas droit. Et voyez-vous, c'était parti. Je peux dire que c'était parti à ce moment-là. Une soirée prestigieuse a été organisée en effet à l'honneur de Gisèle Ducreux, 71 ans, élue récemment Super Mamie France 98. Splendide dans sa tenue traditionnelle guyanaise, elle a charmé le tout Paris présent à cette soirée. Bien sûr, j'étais fière d'être Super Mamie. J'étais une Super Mamie, pas tellement pour moi. J'étais une Super Mamie pour la Guyane. C'était ça. Les gens, ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils étaient fiers justement d'avoir quelqu'un qui les représentait en Guyane et que ça soit quelqu'un de valable, quoi, qui avait tous les atouts en main pour parler vraiment de la Guyane. Et elle a besoin de vos applaudissements pour arriver sur cette belle scène du Zéphyr. Gisèle, c'est pour toi, spécial prix du jury. J'ai reçu un premier Lion d'Or pour cette même chanson, il y a peut-être 10 ans. Mais entre-temps, j'ai rencontré Monsieur Ndiaye, le directeur de la Maison des Esclaves de l'île de Gorée. Il m'a entendu interpréter cette chanson. Je ne sais plus où j'étais. Et il est resté devant la porte et il a écouté. Quand je suis sortie, il m'a dit ma petite vipère, il m'avait donné un petit nom. Je ne sais pas pourquoi il m'avait appelé la petite vipère. C'était parce que j'étais peut-être virulente. Tu sais ce que tu chantes là? J'ai dit oui. Goumbé, oui. Mais je pourrais l'appeler autrement. Hein. Je pourrais appeler variation sur un thème folklorique. Parce que ce sont des variations. Il me dit Goumbé. Ça veut dire chanson sacrée. C'est quelque chose de sacré. Ça honore la femme noire qui est le potomitan de la maison. Elle a fait un album, et son album est sorti très, très, très tard. Donc, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça. Ça faisait longtemps qu'on lui disait de laisser quelque chose de concret. Pas des bonnes, pas des choses, mais un vrai CD, quelque chose sur lequel les gens puissent s'arrêter, quoi.
Mamzelle Kaoutini, ou qu'a pleuré qu'on... J'étais un petit peu déçue de ce qu'elle a choisi comme musique à mettre dessus, comme beaucoup de gens qui pensaient qu'on aurait mis du folklore, elle aurait mis les variétés qu'elle avait l'habitude de chanter. Mais non, elle a choisi de faire toute une panel de choses différentes et des choses qui ne sont pas de sa composition à elle, des choses, au contraire, des auteurs qu'elle aimait. Voilà. Et ça, c'est pas ce que les gens attendaient d'elle. Voilà. Moi non plus d'ailleurs. Elle se donnait à fond. Elle aimait ce qu'elle faisait, elle aimait la chanson, elle se donnait à fond. C'était un exemple pour nos jeunes, et, en quelque sorte. Pour moi, c'était une femme que j'admirais énormément. C'était un modèle pour moi, un modèle. Et je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'était un modèle dans notre pays. On n'avait pas beaucoup de chanteuses, avec quelques chanteuses, effectivement, mais elle faisait partie du top des chanteuses guyanaises. Mon caractère a été un frein. Pas spécialement pour l'artistique, mais ça a été quand même quelque chose qui m'a freiné, je dois le reconnaître, parce que il fallait pas me raconter n'importe quoi. Et il fallait pas non plus me prendre pour ce que je n'étais pas. Voilà. Donc, je remettais facilement les pendules à l'heure. Et ça existe toujours. Quand elle était dans une configuration de spectacle, elle se vouait carrément à ça parce qu'elle voulait que ça soit parfait. Parce qu'elle n'aimait pas l'échec. Ouais. Tout ce que je fais, j'estime qu'il doit être parfait. Parce que non seulement nous avons à défendre notre personnage, mais il y a la Guyane derrière nous. Il y a le pays derrière nous. Et moi, j'estime que ce pays, il est tellement vilipendé, il est tellement mal aimé, il est tellement mal présenté. On essaie de le présenter autrement maintenant, la forêt, etc. La forêt, encore la forêt, toujours la forêt. J'estime que tout ce qu'un Guyanais doit faire, il doit le faire en vertu du pays qu'il occupe et qui est mal vu. Il faut qu'il retrouve ses cartes de noblesse. Et il faut tout faire pour ça. Et c'est pas avec la formule à nous-mêmes que nous-mêmes et l'à peu près, etc. et tout, qu'on va arriver à quelque chose. Voilà. C'est ça. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize